Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après 2 semaines sans chapitre pour parler enfin du chapitre 995. Doucement mais sûrement, on s'approche du 1000e chapitre et de la fin de l'année 2020. Le rythme s'intensifie et il n'y a plus de temps à perdre. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti après la lecture de ce chapitre. Avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Logpost si ce n'est pas encore fait. Ensemble, on atteindra Loftel avant tout le monde et on découvrira le One Piece. N'oubliez pas d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Depuis le confinement, je vous sors quand même pas mal de vidéos pour vous divertir de mon mieux. Il est donc préférable d'être notifié. Si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour la liker avec votre acquis du likement. Comme d'habitude, un grand merci de votre soutien. Sur ce, commençons la vidéo. Le chapitre débute à l'entrée de Nigashima où on a l'occasion de retrouver Marco accompagné de Big Mom et de Perospero. Big Mom essaie de rejoindre la guerre, mais Marco tente de l'en empêcher. S'ensuit alors un petit affrontement entre les deux suite aux paroles de Marco qui dit qu'il ne sait pas quel est encore son rôle dans cette guerre, mais qu'il sait pertinemment à quel point Big Mom est dangereuse. En effet, avoir un Yonko à affronter est déjà bien pénible pour l'homme au Mugiwara, mais en avoir deux c'est encore bien plus compliqué. Big Mom utilise Prometheus pour attaquer Marco, un combat entre les flammes du soleil de Prometheus et les flammes bleues du phénix Marco. Marco prend l'avantage vu que ces flammes bleues sont différentes des flammes de Prometheus qui brûlent ce dernier. Mais Big Mom ne se laisse pas faire et attrape Marco par le cou pour que Perospero puisse l'attaquer et le blesser avec son Candy Arrow. Perospero ajoute même qu'il a toujours détesté Marco au point où il allait demander l'aide de Big Mom pour le vaincre. C'est alors qu'interviennent Wanda et Carrot sous leur forme Sulong. Elles attaquent à elles deux Perospero et entaillent le visage de ce dernier qui se retrouve avec un visage ensanglanté. Big Mom se retrouve étonnée de voir des Minks en forme Sulong et ajoute qu'il s'agit de la forme, je cite, de cette fois-là. Cette fois-là, elle fait sûrement référence à la première fois où on a assisté à la transformation de Carrot sur les mers de Whole Cake Island. Wanda demande à Carrot si c'est bien Perospero qui a tué Pedro et Carrot dit qu'en effet, il est relié à sa mort. Perospero contredit en disant que c'est Pedro qui s'est fait exploser et qu'il est plutôt celui à plaindre. Mais ça ne changerait en fait que la mort de Pedro était reliée au combat contre Perospero. Marco leur demande alors qui elles sont et Carrot demande alors confirmation que Marco est bien l'ami de Nekomamushi. Pendant ce temps, Big Mom s'échappe car elle n'a pas que ça à faire et dit à Marco que s'il veut la tuer, ils pourront régler ça plus tard. Elle ajoute alors qu'elle n'a rien pour se battre contre lui. On peut imaginer qu'elle fait référence aux âmes qu'elle utilise comme on peut penser qu'elle parle des homies. En effet, Big Mom a une réserve d'âmes pour pouvoir combattre, des âmes qu'elle a reçues des habitants de Whole Cake Island en guise de taxe. Seulement, ces âmes ne sont pas infinies. De ce fait, elle ne peut pas se permettre de les utiliser à foison. Wanda dit alors à Marco qu'elles seront celles qui s'occuperont de Perospero, ce qui donnera l'opportunité à Marco de s'occuper de Big Mom, du moins de la tenir éloignée de la guerre. Big Mom se rend donc vers le château et principalement vers Mugiwara no Luffy envers qui elle a une rancœur bien particulière. Marco quant à lui entend les gens crier par rapport au démon de glace que Queen a créé et se demande ce dont il s'agit. Il est sans nul doute certain que Marco suivra Big Mom et qu'il pourra la rattraper grâce à son fruit du démon. Ainsi leur combat selon moi aura bel et bien lieu, mais cette fois avec des ennemis et des alliés autour d'eux. Je vous avais déjà donné mon ressenti quant à leur possible combat. Selon moi, Marco n'est pas de taille face à Big Mom. En effet, il n'était qu'un second empereur et il a en face de lui une des 4 Yonko et sans nul doute l'une des plus puissantes. Ainsi, il fallait que quelqu'un puisse l'épauler dans son combat contre la Mamma de la Charlotte Family. À l'entrée de Nigashima, hormis Carrot et Wanda qui y sont arrivés, il n'y a personne aux alentours. Ainsi, faire en sorte que Big Mom retourne au bokeh donne aussi la chance à Marco d'avoir un allié ou des alliés potentiels pour la combattre. Le chapitre continue alors sur la scène principale où Queen profite du spectacle qui s'y déroule. Appo se fait chasser par X-Drake et Zoro, mais il arrive à les contrer grâce à sa musique explosive. Zoro et X-Drake attaquent en même temps, Appo dit que ce n'est pas du jeu, mais Zoro lui dit qu'il n'a pas de temps à perdre contre lui et qu'il est venu pour se battre aux côtés de Kinemon. Et X-Drake dit à Appo qu'il l'a toujours détesté, mais Appo ajoute que c'est réciproque et arrive à contrer leur attaque. Queen est en colère que X-Drake se soit retourné contre eux alors qu'il vient à peine d'être découvert comme traître, mais en même temps il risquait la mort s'il attendait sagement, donc il est normal qu'il agisse de cette manière. D'ailleurs, il est intéressant de noter que Queen tient une affiche de Sanji dans ses mains, ainsi qu'une affiche de Zoro. On peut supposer qu'il tient les affiches de tous les Mugiwara pour bien les reconnaître pendant la guerre. Il reconnaît donc Zoro et dit que le mieux ce serait d'éclater le numéro 2 et le numéro 3 faisant donc référence à Zoro et Sanji. Ce dernier se fait donc la réflexion que Sanji se nomme Vinsmoke et que le fils de Vinsmoke Judge fait partie de l'équipage des Mugiwara et que ce n'est pas rien. Une phrase qui laisse penser à une possible relation entre Queen et Judge. Une relation qui aurait tant pu être tumultueuse qu'amicale. Personnellement, je pencherais plus sur une relation tumultueuse.
Étant donné que Judge était un scientifique aux côtés de Vegapunk pendant une époque, on peut imaginer que Queen ait pu l'être également. En effet, les attaques de Queen sont bien plus que de simples virus étant donné qu'elles permettent un changement complet de leurs victimes. Judge et Vegapunk ont fait des recherches sur la génétique, des recherches que Judge a utilisées justement pour créer les clones de la Germa 66 ou encore pour faire de ses fils des expériences réussies. Des recherches sur la génétique que Queen aurait pu étudier également à leur côté, il y a plus d'une vingtaine d'années lui permettant de mettre au point des pandémies dignes de ce nom. En effet, sa dernière attaque qui transforme les humains en démons de glace peut être basée sur des recherches sur la génétique vu que le virus modifie l'état du corps de la victime. Donc je trouverais ça intéressant que par le passé, Judge et Queen aient été collègues. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Sanji qui parlait également des expériences si vous ne l'avez toujours pas vue. Personnellement, je trouverais ça intéressant que Judge et Queen aient eu des différends par le passé et pourquoi pas justement suite à des recherches et à un vol de travail par exemple de la part de Judge. De ce fait, Queen vouerait une haine automatiquement à Sanji qui est le fils de Judge, même si ce dernier ne le considère pas comme tel. Une rancœur qui pourrait donc dériver sur un combat entre Sanji et Queen qui serait fort intéressant à suivre. Brook se fait contaminer et attrape donc la pandémie du démon de glace de Queen. Seulement, vu qu'il n'est fait que d'eau, cette attaque ne fonctionne pas sur ce dernier, faisant de lui quelqu'un d'insensible aux potentielles attaques de Queen, qui jusqu'à maintenant sont basées sur différentes pandémies. On pourrait alors imaginer un combat opposant Brook et pourquoi pas Chopper à Queen dans le futur, sachant que ce dernier cache bien son jeu étant donné qu'il a encore son Zoan comme carte à jouer. Pour en revenir au chapitre, Chopper réalise un élément en regardant Brook, seulement il constate que lui-même a été contaminé et que son bras est couvert de glace. Bien entendu, la contamination doit être stoppée, que ce soit par l'antidote que Zoro va lui ramener ou autre. Mais notre médecin ne peut pas se permettre de se transformer alors qu'il est le seul espoir pour sauver les samouraïs contaminés. Vu que Brook a également un pouvoir en rapport avec la glace, je me dis qu'il serait intéressant qu'il fasse quelque chose pour stopper la contamination. Mais je doute que ce soit réellement possible. À voir ce qu'Oda décidera de nous présenter comme moyen de sauver Tony Chopper. Bien entendu, il reste la possibilité que Marco soit celui qui mette fin à la pandémie ou plutôt qui freine la pandémie. En effet, il a été témoin de transformation de personnes en démons de glace et on peut imaginer qu'il puisse stopper la contamination avec ses flammes bleues. Je serais plus d'avis que grâce à ces flammes, la pandémie serait freinée, mais qu'il soit quand même obligatoire pour Chopper de créer un antidote. D'ailleurs, ce dernier a l'air d'avoir compris quelque chose et il pourrait créer l'antidote sans avoir celui que Appo possède. La fin de ce chapitre se concentre sur Nami et Usopp pour lesquels on n'avait pas de nouvelles depuis un moment déjà. En effet, on les avait laissés en train de fuir Ulti et Page One, et les voici dans ce chapitre en train de les combattre. Usopp et Nami sont en très mauvaise posture étant face à deux Tobiroppo qui étaient donc deux capitaines d'équipage pirate du Shinsekai. Usopp attaque Ulti en utilisant Midoriboshi Devil pour l'attraper. Seulement, alors qu'Usopp était sur le point de faire fondre Ulti grâce à sa technique, Page One intervient et sauve Ulti en mordant la plante carnivore. Bien entendu, il dit à Ulti qu'elle était capable de se libérer seule. Usopp ne se laisse pas décourager et attaque donc Page One cette fois-ci, mais c'est au tour d'Ulti de s'interposer et elle donne un coup de tête à Usopp. Le pauvre Usopp a la tête en sang et perd connaissance après le coup qu'il a reçu, surtout que son crâne a été cassé. Nami est en sang au sol et craint de se faire tuer en entendant les pas de Ulti. Elle avoue leur défaite et demande à être épargnée. Ulti attrape alors Nami et dit qu'elle est en colère contre Luffy parce qu'il a dit qu'il battrait Kaido et qu'il deviendrait le seigneur des pirates. Elle dit alors à Nami qu'elle les épargnerait si elle leur dit que leur capitaine n'atteindra jamais son but, celui de devenir le roi des pirates. Nami tente d'affirmer ce que Ulti demande. Usopp pense qu'elle peut mentir et que justement elle doit le faire après tout ce chemin parcouru. Mais elle n'y arrive pas. C'est en pleurant la tête ensanglantée que Nami affirme que Luffy sera l'homme qui deviendra le seigneur des pirates. Les Mugiwara ont chacun à leur tour la possibilité d'affirmer que Luffy sera celui qui deviendra le seigneur des pirates. Après Franky qui l'a affirmé face à Big Mom, c'est le tour de Nami face à Ulti. J'en vois qui râle par rapport au fait que Usopp ait dit que Nami pouvait mentir sur le rêve de Luffy. Mais en fait, il y a quoi de dérangeant à partir du moment où il pensait à la vie de sa Nakama. Nami allait se faire tuer si elle disait le contraire de ce que Ulti voulait. Il paraît logique que Usopp veuille lui dire de mentir pour avoir la vie sauve. Bref, c'est une réponse qui étonne d'une certaine manière Ulti, mais qui la met plus en colère qu'autre chose. Elle décide alors de tuer Nami pour cet affront, mais cette dernière se fait sauver par Komashio, qui mord la tête d'Ulti. Usopp est choqué tout autant que Nami de voir Kotama est présente au banquet avec Komashio. On se demande donc comment celle-ci est arrivée sur Onigashima. En effet, tous les bateaux sauf le Sonigo et celui de Kit ont été coulés pour n'éveiller aucun soupçon. Ce qui veut dire que cette dernière était soit cachée sur Sony, soit elle vient d'arriver, mais la question est alors de se demander comment.
Personnellement, je doute qu'ils aient pu se cacher sur le Sunny. Autant pour Otama seul ça aurait été possible, autant pour Komashiyo ça ne l'aurait pas été. Il est bien trop gros pour paraître inaperçu et encore moins sur un bateau. La promesse de la Kunoichi. Le chapitre porte bien son titre quand on pense à l'arrivée in extremis de Otama. Celle-ci était selon moi indispensable à cette guerre et je me demandais comment son entrée allait se produire. En effet, Otama peut contrôler les animaux et les possesseurs du Smile, une capacité qui est bien utile à l'Alliance actuellement qui font face au surnombre d'ennemis face à eux. Leurs ennemis sont principalement des possesseurs du Smile, qui n'ont pas leur niveau mais qui les ralentissent tout de même étant donné qu'ils sont des ennemis par lesquels ils doivent passer pour pouvoir s'attaquer à plus fort. Ainsi, maintenant que Otama est arrivée, elle pourrait mettre du côté de l'Alliance plusieurs possesseurs du Smile, même si bien entendu son pouvoir n'est pas sans limite. Pour autant, je suis vraiment curieuse quant à son arrivée. Première possibilité, elle aurait pu, comme je vous l'ai dit, se cacher au sein d'un navire et se cacher à l'entrée de l'île en attendant que la guerre éclate. D'ailleurs, elle pourrait donc être celle qui regardait de loin Jinbei et Robin à l'entrée d'Onigashima. En effet, avant que les rebelles s'introduisent au banquet, il y avait une silhouette qui espionnait Robin et Jinbei à l'entrée de l'île. Pour ma part, j'avais toujours avancé qu'il s'agissait de Yamato, et encore jusqu'à maintenant j'y croyais. Seulement maintenant qu'Otama est arrivée, je me dis qu'il est probable qu'elle soit celle qui surveillait les Mugiwara à l'entrée de l'île et qu'elle attendait le moment pour pouvoir les suivre sans problème. Seulement, comme je vous l'ai dit, sa cachette aurait dû être alors une très bonne cachette au sein d'un navire où personne ne l'aurait aperçu. Un peu compliqué pour une petite fille accompagnée d'un très gros animal. Ainsi, je vous propose une deuxième possibilité, à savoir son arrivée après les autres. Elle aurait donc pris la route après tout le monde et viendrait d'arriver à Onigashima. Cependant, suivant cette possibilité, elle devrait être accompagnée. Et c'est là qu'entre en jeu Tenguyama Hitetsu, le forgeron de la Sendai Kitetsu. Il est le tuteur de Otama et il est celui qui a dit à Luffy au début de l'arc qu'il attendait quelqu'un. Il est présenté portant un masque de Tengu et possédant un sabre de la catégorie des Meito, soit la catégorie de sabre auquel appartient la Sendai Kitetsu, Enma, Ame no Habakiri, la Wado Ishimonji, etc., etc. On ne connaît actuellement rien de son niveau d'escrime, mais selon moi, il ne fait aucun doute qu'il est un meilleur épéiste qu'il ne laisse imaginer. S'il possède un Meito et qu'il a son katana à sa ceinture, à sa présentation, ce n'est pas pour rien. Bien entendu, son niveau de puissance n'est pas le seul mystère sur ce personnage qui possède des ailes qui font fortement penser à celles de King, me mettant personnellement sur la piste qu'ils appartiennent soit tous deux à la même race, soit des races complètement opposées vu que leurs ailes ne sont pas de la même couleur. Elles sont noires pour King et blanches pour Tenguyama. Bien entendu, on peut supposer que King camoufle la vraie couleur de ses ailes avec un artifice, un vêtement ou autre. Mais la forme en tout cas est bien similaire et ce serait intéressant qu'il y ait un certain lien entre les deux personnages ayant tous deux également une taille similaire. Tout ça pour en venir au fait que Tenguyama pourrait être celui qui a accompagné Otama sur Onigashima et qu'ils seront d'une aide certaine. Surtout que je ne vois pas comment Otama pourrait faire pour vaincre Page One et Ulti si ce n'est en utilisant les Dango, en espérant qu'ils fonctionnent sur des Zoan normaux. Ainsi, je me dis que même si son pouvoir ne fonctionne pas sur les Tobiropo, elle est accompagnée d'un puissant épéiste qui pourrait aider Nami et Usopp à vaincre leurs ennemis. Voilà, c'est sur ces mots que s'achève cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Je compte sur vous pour la liker si ce n'est pas encore fait et que vous avez apprécié mon contenu. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et surtout activez la cloche pour recevoir toutes les notifications pour ne rien rater. Je vous laisse avec mes dernières vidéos qui s'afficheront juste ici si vous ne les avez pas encore vues. On a parlé de Brook lundi et de Sanji juste avant. Je compte bien vous sortir plein de vidéos intéressantes pendant ce confinement, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Rejoignez-moi aussi sur Instagram si ce n'est pas encore fait, j'essaie d'être présente en story et en post et surtout je réponds à tout le monde en MP. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bye!